Hello! Bienvenue à vous sur cette vidéo, cette deuxième épisode de la rechute en enfance avec la team Mailleux. Nous allons voir ensemble le cours appelé sécrétion hormonale. Let's go, on enchaîne. Je l'ai nommé le voyage dans le mystérieux monde des sécrétions hormonales. C'est juste pour être un petit peu dans le monde féerique de notre enfance. Et pour le coup, la maïotique, on est bien dans le thème parce qu'on est même l'avant-enfance. En première partie, on verra ensemble les hormones polypeptidiques, en deuxième partie les hormones stéroïdes, et enfin, en troisième partie, les autres facteurs hormonaux. Alors rapidement, on va voir ensemble la fonction principale du placenta, qui est une fonction dite endocrine. Endocrine, ça s'oppose à exocrine. Exocrine, exit, extérieur, excrété, comme par exemple les glandes sébacées, avec le sébum que vous voyez avec nos cotutes en histo. Ici, à l'inverse, c'est endocrine. C'est à l'intérieur. C'est envoyé dans le sang, dans le corps. Donc le placenta humain est caractérisé donc par l'intensité et la spécificité de ses fonctions hormonales. La fonction endocrine du placenta, elle permet la sécrétion de deux grands groupes hormonaux. Donc comme on l'a dit, première partie, on va voir ce grand groupe qui sont les hormones polypeptidiques ou encore appelées les hormones protéiques et les hormones stéroïdiques. Et enfin, une petite partie sur les autres facteurs. Donc, pour nos hormones protéiques, on a l'HCG hyper importante, appelée la gonadotropine chorionique humaine. La première à être détectée, la première qu'on va chercher dans un test de grossesse, qui répond normalement en 3 minutes. Donc importante, et on va voir ça ensemble. On a aussi la HPL, l'hormone lactogène placentaire, ou encore hormone chorionique somato-mammotrophique. Trophique, pas sympa à prononcer. Pareil, importante, on va voir que elle est progressive, elle est le reflet de la masse placentaire. L'hormone de croissance placentaire, la GHP, et ensuite on l'appellera la HPGH, et on va voir ensemble, pareil, son rôle, et quand est-ce qu'elle est excrétée. De nombreuses hormones polypeptidiques sont synthétisées dans le trophoblaste. Trophoblaste, important, ça tombe plusieurs fois. Quand je mets 2+, ou 3+, ça veut dire que c'est tombé plusieurs fois. Si j'ai mis 1+, c'est que c'est tombé minimum une fois. Le trophoblaste, pareil, on voit en embryo, on a le trophoblaste qui va devenir du syncytiotrophoblaste, du cytotrophoblaste. Pareil, donc c'est les premières cellules, on va dire, qui se développent pour former notre placenta. Ce dernier possède plusieurs caractéristiques. Elles ont des cellules polynucléées, donc avec plusieurs noyaux nucléaires à activité hormonale, possède le même karyotype que le fœtus, attention, et pas le même karyotype que la maman, mais que le fœtus, notre trophoblaste. Ensuite, il est à la surface des villosités choriales, Pareil, vous allez pouvoir visualiser ça en embryo avec nos confrères et consoeurs d'embryo. Ensuite, eh bien, il faut savoir que ce placenta, il sécrète la majorité des hormones polypeptidiques ou encore protéiques dans la circulation maternelle. Plus. Let's go, notre HCG, la gonadotropine chorionique humaine. Alors, il représente le premier message soluble émis pour prévenir message, ok? Ce message, il annonce à l'organisme, au corps de la maman, une grossesse. La transformation du corps jaune ovarien, vous l'avez vu en BDR, on a un corps jaune ovarien cyclique qu'on a tout au long de nos mois menstruels, de vie, du mois, et qui va devenir un corps jaune gravidite dès lors que notre corps il détecte cette hormone-là. Hop, on détecte de l'hormone HCG, égale, on a besoin de continuer à sécréter ce que fait notre corps jaune ovarien le reste du mois, c'est la progestérone. Et pour qu'il puisse continuer à en projeter, parce qu'il y a un bébé, donc il faut continuer, eh bien, on va avoir un corps jaune dit gravidique pour la grossesse, permettant le maintien de la sécrétion ovarienne de progestérone. C'est la progestérone qui est sécrétée essentiellement. Et puis en fait, s'il n'y a pas de bébé, on n'a plus besoin de sécréter de la progestérone et on va venir détériorer les parois utérines pour que on puisse recommencer un nouveau cycle. Sauf que là, on ne veut pas détériorer les parois utérines parce qu'il y a potentiellement un ovule qui va venir s'implanter. Donc on ne veut pas que ça se détériore. Si ça se détériore, on va perdre notre ovule. Donc on va garder ces parois qui sont enrichies, vous allez voir, en substances
voilà, en nutriments favorables à la croissance de cet ovule. Donc on veut continuer la sécrétion, on veut continuer à alimenter notre utérus, on veut continuer à avoir de la progestérone, et ce corps jaune gravidique, il va le faire pendant encore 6 semaines. Donc le signal de départ extrêmement important pour mettre le maintien de la grossesse, c'est notre HCG. L'HCG, elle est composée de 2 sous-unités. Une sous-unité qui va être commune à d'autres hormones comme la FSH, la LH, la TH+. C'est-à-dire que dans le sang, si je détecte une sous-unité alpha, eh bien, on peut se dire, il y a de la HCG, donc elle est peut-être enceinte, mais ça peut être aussi autre chose. À l'inverse de la bêta, on va voir où elle est spécifique à l'HCG. Si dans le sang ou dans un test, le test de grossesse qu'on va utiliser, si ça détecte une sous-unité bêta HCG, là c'est sûr, il y a de la HCG, il y a une potentielle grossesse. La alpha, elle est composée de 92 acides aminés. Tout est important en maïeutique, comme en embryo, ou encore plein d'autres matières. Tout est important. 92, ce n'est pas 145. 92 acides aminés, et cette sous-unité, elle est codée par un seul gène qui se trouve sur le chromosome 6. Moi, je me disais 92, 9, et hop, je m'image le 6 qui est le reflet du 9. Et la bêta, elle est composée de 145 acides aminés, codés par un gène unique, un gène spécifique sur le chromosome 19. 19, je me disais, quand j'avais 145 dans ma tête, je me dis 145, c'est 1, 4 plus 5. 4 plus 5, 9, 1 et 9, 19. Et le 92, inversé de 9, c'est 6. Voilà, mes petits mémos techniques, si ça peut vous aider. L'HCG, elle est synthétisée très précocement. La première pour être détectée, ce n'est pas pour rien, c'est dès l'implantation de notre ovule dans la paroi utérine, dans l'utérus. Donc 7 jours après l'implantation. Ça veut dire que entre la fécondation et l'implantation, il y a 7 jours. Et ça, c'est la première semaine de grossesse que vous allez voir en embryo. Avec Mathis. Donc ces concentrations d'HCG vont augmenter progressivement pour atteindre un pic à la 12e semaine. Donc, dès l'implantation, à la 12e semaine, on va avoir une croissance de cette sécrétion-là pour arriver à un pic, à un taux maximal à la 12e semaine d'aménorrhée. 12e semaine d'aménorrhée, c'est la 10e semaine de grossesse. Il y a ces 2 semaines-là de latence entre pas de règles et cette semaine de parcours de l'ovule ou qui n'est pas encore détectée par le corps. S'ensuit une diminution au 3e mois, suivi d'une stagnation jusqu'à la fin de la grossesse. Donc ça va rester à une sorte de 12, ça va rester à une certaine quantité, et arrivé au 3e mois, ça va bien chuter, et puis ça va stagner, jusqu'à la fin de grossesse. Donc il y a un parcours très précis. S'ensuit donc les facteurs qui vont pouvoir impacter notre production d'HCG. On va avoir l'AMPC cyclique, que vous avez vu normalement en biocell, qui va venir, elle, agir sur le niveau de transcription sur notre HCG. Le GF, ça va influencer le taux de sous-unité. Vous avez vu le alpha-bêta, et leur stabilité. Ils vont être plus ou moins stables. La formation du STT, du syncytiotrophoblaste, va lui agir au niveau de la boucle autocrine. Il y a d'autres facteurs qui vont moduler ce HCG. On va avoir les facteurs de croissance ou encore les stéroïdes. On va les voir après ensemble, comme la progestérone ou les glucocorticoïdes. Les facteurs de croissance, c'est activine et inhibine. Pareil, on va les voir tout à l'heure. Dosage HCG, donc par un test de grossesse, par exemple. Et puis, ce test va nous permettre de détecter une grossesse, mais pas que. Il peut aussi nous détecter des pathos, des troubles, des perturbations, comme par exemple l'HRP, qui est l'hématome rétroplacentaire, ou encore une trisomie 21. Comme on connaît avec précision, normalement, le circuit du taux, de l'intensité de notre HCG, si on voit que ça ne se passe pas comme ça devrait l'être à peu près, eh bien, c'est qu'il y a un problème. Et ça, c'est super important et intéressant à savoir. Passons maintenant à la GHP ou encore l'HPGH. Son rôle, il est imparfaitement connu, donc on ne sait pas encore tout, on se pose encore des questions sur son rôle. Ce qu'on sait, c'est que cette hormone de croissance, elle nous permet d'avoir les nutriments nécessaires au fœtus, et il est antagoniste à l'insuline du métabolisme maternel. L'insuline, vous l'avez en bioche, l'insuline c'est pour stocker, qui elle est sécrétée par le pancréas, et elle nous permet de stocker, après manger, en postprandial, on va sécréter de l'insuline pour pouvoir venir stocker ce qu'on vient de manger, nos nutriments. Sauf que nous, on veut pas que la maman le stocke pour elle. On veut qu'elle en donne à bébé. Donc si c'est pas
dans des box de stockage, c'est dans le sang. Donc nous, on veut pas que ça aille dans les box de stockage, on veut que ça reste dans le sang. Donc on va envoyer de l'insuline. Donc cette hormone-là, eh bien, c'est une amie au bébé, un anti-insuline maman, pour que ça puisse aider bébé à se nourrir. D'où cet apport de nutriments au fœtus. Donc, anti-insuline pour maman et un insulino-sympathique pour le bébé. Donc, ça a une action qui... Alors, on se demande si ça n'aurait pas une action directe également sur le métabolisme fœtal et pas seulement pour cet apport-là, mais est-ce que ça ne jouerait pas aussi un rôle dans son métabolisme propre? C'est les questions qu'on continue à se poser. Donc, les facteurs de modulation de sa sécrétion sont les facteurs de croissance. On a l'hypoprotéine, opiacée et angiotensine 2. Vous avez pu en voir angiotensine 2 dans le système SSR, SRAA. Il y a aussi une corrélation donc, avec le développement du STT, donc avec le développement du placenta. L'HPL, donc l'hormone placentaire lactogène, est constituée d'une simple chaîne polypeptidique non glycosylée. Ça tombe très 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 souvent, donc on retient. Moi je vous disais simple, si c'est simple, c'est juste des polypeptides, il n'y a pas de glucose, de je sais pas quoi. Simple chaîne polypeptidique non glycosylée, et celle-ci, cette HPL, elle ressemble à 85% à la HCH. Elle possède 85% d'homologie avec la structure d'une hormone, l'hormone de croissance hypophysaire. Vous allez voir que c'est pas toujours le placenta qui travaille, mais il y a aussi des parties du cerveau qui vont venir travailler. Il s'agit de l'hormone peptidique la plus abondamment produite par le placenta humain. Donc le placenta, l'hormone qui produit de manière la plus importante, c'est celle-ci. C'est l'hormone de croissance placentaire. Elle est synthétisée exclusivement durant la grossesse. Ça veut dire que normalement, en dehors de la grossesse, on n'est pas censé avoir de l'HPL. Bon, normal, parce que normalement, il n'y a pas de placenta en dehors d'une grossesse. Sinon, c'est que peut-être qu'on découvre une grossesse. Et là, on n'est pas souvent très content. Parce que normalement, ça se détecte plutôt avant d'avoir un gros placenta. Elle est synthétisée. Sa synthèse est contrôlée par plusieurs gènes, exprimés spécifiquement dans le placenta, situés sur le bras long. Ça pareil, je crois que c'est la génétique, sur le bras long du chromosome 17. 17 et non le chromosome 6. 6 pour le... On se rappelle combien d'acides aminés? 6, 9, donc 92. Et non le chromosome 19 pour le 145 acides aminés. Vous voyez, on retient sympathiquement. Elle est détectable dans le sang maternel dès la 3e semaine de gestation. Donc pas aussitôt que la HCG, mais 3e semaine de gestation, ça veut dire qu'on va ajouter nos 2 semaines de latence. Moi je dis 2 semaines de latence, donc ça nous fait 5 semaines d'aménorrhée. Sa croissance, elle va augmenter jusqu'au terme. Donc elle, sa courbe, elle est comme ça. C'est une ligne droite. C'est une ligne croissante normale. Et pourquoi? Parce que comme elle est sécrétée par le placenta, et que le placenta il fait que grossir, moi c'est comme ça je me dis, le placenta il grossit, donc il en sécrète de plus en plus, du coup ça croît et c'est parallèle. C'est pour ça qu'on dit que c'est le reflet de la masse placentaire. L'HPL ou l'HCS. La GHP est le produit du gène HGHV, exclusivement exprimé dans le placenta. Pareil, placenta, c'est lui qui s'en occupe. Pas d'autres organes. En début de grossesse, la GH circulante, donc notre hormone de la maman, elle est d'origine hypophysaire. C'est-à-dire que le placenta, il va pas être en capacité de la sécréter tout de suite. Il n'en a pas cette capacité. Donc au début, c'est l'hypophyse qui va s'en changer. Donc au départ, la HPL ou là encore la HCS, elle est sécrétée par notre hypophyse. Et après, à la moitié de la grossesse, donc après cette première moitié, deuxième moitié de grossesse, eh bien ça va être remplacé par notre placenta qui là aura la capacité de prendre la relève. Progressivement, l'HPGH, l'hormone placentaire et plus l'hormone hypophysaire, va être remplacée par l'hormone hypophysaire, la GHH, devenant indétectable. Donc l'autre, elle disparaît progressivement.
Son rôle physiologique est mal connu, hein, comme celle que nous avons vue tout à l'heure. Ouais, j'ai marqué. Imparfaitement connu pour notre HPGH. Devenant indétectable. On se questionne sur son rôle sur le métabolisme maternel, le métabolisme fœtal ou encore sur le développement du placenta, des fonctions du placenta. Il y a d'autres hormones polypeptidiques qui sont brièvement évoquées, mais qui n'en sont pas moins importantes, qui tombent relativement souvent aussi. On a l'inhibine A et l'activine A. Bon, les IN, j'aime bien. IN, ça fait mignon, c'est petit, c'est... Voilà, c'est mignon. L'inhibine A et l'activine A, c'est un sympa petit duo qui sont d'ailleurs des hormones dimériques, duo dimérique, ayant un rôle modulateur qui va venir moduler la sécrétion hormonale trophoblastique, des hormones du trophoblast de notre placenta. La leptine, ça finit aussi par in, donc si on en retient un et puis on retient que tous ceux qui finissent par in sont des hormones polypeptidiques qui possèdent une concentration élevée pendant la grossesse. Donc la leptine, ça veut dire que là, la leptine, on en a aussi en dehors de la grossesse. C'est juste que pendant la grossesse, on a une concentration élevée, relativement élevée. Et elle va donc chuter et pas donc disparaître. Peut-être que là, on peut faire des petits pièges sympas. Ce serait pas très sympa pour moi, mais enfin, pas très sympa pour vous, mais sympa pour moi à vous faire. Qui chute dans le postpartum, post-après, partum, porter la grossesse, porter le bébé. Le pépé, car elle est d'origine placentaire. Donc elle est essentiellement d'origine placentaire. Mais c'est étrange que ce soit d'origine placentaire. Parce que dire qu'elle est d'origine placentaire ne veut pas dire qu'elle est exclusivement par le placenta. Là, je me mets moi-même le doute. Elle stimule la sécrétion d'insuline. Elle, c'est une friend of l'insuline. Elle veut capter les nutriments, le glucose, et elle va permettre l'oxydation des acides gras. Donc, elle va avoir un contrôle sur le poids corporel et la balance énergétique de notre baby. Il y a d'autres facteurs aussi qui restent à découvrir. Donc elle est sympa, elle est baby friendly, cette leptine. Hormones stéroïdes. On va voir la progestérone en partie 1, les oestrogènes en partie 2, et on va voir que tous les deux ont besoin l'un de l'autre. Et on va voir la synthèse de stéroïdes, donc tout le schéma hormonal sympathique à connaître. Mais vous allez voir, quand on le sait, après on est vraiment proud of us. Donc le STT, il synthétise des quantités considérables d'hormones stéroïdes. Donc hormones stéroïdes, il y a une quantité considérable dans le sang. La biosynthèse, la synthèse biologique des stéroïdes par le placenta augmente de manière linéaire avec l'âge gestationnel. Comme on l'a vu avec l'HPL et l'hormone de croissance, ils vont augmenter de manière croissante avec notre placenta qui grossit au fur et à mesure de la gestation. Et de manière linéaire. Ces hormones, elles sont nécessaires au maintien, donc au soutien de cette grossesse et à son évolution. Elles sont aisément diffusibles, elles passent de manière simple, facile, grâce à des récepteurs spécifiques. Vous allez voir que cette histoire de récepteurs est très importante et que vous voyez dès l'introduction et la première semaine de grossesse en embryo. Elles entraînent, ces hormones stéroïdes, une modulation de l'activité transcriptionnelle de nombreux gènes, donc important dans la transcription des gènes. Et là, on va voir ensemble donc l'hormone progestérone. Alors, l'hormone progestérone, durant les 6 premières semaines de grossesse, elle est produite essentiellement par le corps jaune gravidique, vous savez, qui a pris la relève du corps jaune ovarien. Du corps ovarien. Et cela grâce à l'HCG. Donc, 1 HCG, 2 progestérone. On l'a vu au départ. Et ensuite, quand le placenta est assez ready, eh bien, il va prendre le relais. Eh bien, il va prendre le relais à ce corps jaune, puisqu'il va partir, ce corps jaune. On a vu qu'il tenait pendant 6 semaines. Et puis après, le placenta prend la relève. Vous allez voir que tout se développe très rapidement avec les 3 premières semaines de grossesse. C'est incroyable tout ce qui se passe. On a déjà quelque chose qui ressemble à un bébé, c'est fascinant. Donc le placenta prend la relève et il va y avoir une mise en place progressive dans le STT des différentes enzymes de la stéroïdogénèse. Et on va les voir ensemble, c'est ces enzymes qui vont nous permettre cette stéroïdogénèse et ils sont importants et on va tous essayer de les retenir. Les oestrogènes, deuxième hormone qu'on va voir ensemble, qui elle n'est sécrétée qu'à partir de la 8e semaine de grossesse. Donc elle vient après la progestérone, bon une semaine après, mais on en a besoin.
et elle est sécrétée, en fait, elle, au départ, par le placenta. Donc le placenta, il est ready parce qu'on a vu que là, cette semaine, il avait pris la relève du corps gravidique, du corps jeune. Et là, lui, c'est bon, il est prêt, il sécrète l'oestrogène à la 8e semaine de grossesse. Il va sécréter, et en particulier, une partie qui s'appelle l'ostriol. Triol, tresse 3. La synthèse d'oestrogène, après, elle va être sécrétée par les surrénales fétales. Les glandes surrénales du fœtus vont se mettre à sécréter ces oestrogènes et vont prendre la relève progressivement durant la grossesse. Donc ça fait placenta, puis après surrénale fétale dès lors que le bébé a développé ses surrénales. Alors que tout à l'heure, on a vu, on ne confond pas, la progestérone, c'est d'abord l'hypophyse, le corps jeune et gravidique, et ensuite le placenta. Donc progressivement durant la grossesse. Pareil, c'est un mot, ça semble anodin ce progressif, mais lui aussi, il y a des pièges qui peuvent se faire dessus. Mais vous allez voir, vous allez être programmé à la fin du semestre. À terme, les surrénales fétales donc, vont assurer cette sécrétion. On va avoir de l'ostrone, de l'ostradiol et de l'ostriol. On va avoir 40% d'ostrone, 40% d'ostradiol et 90% d'ostriol. Donc toujours cette majorité d'ostriol. Maintenant, on va voir la stéroïdogénèse. Si la progestérone est absolument nécessaire au bon déroulement de la grossesse, eh bien, il n'en est pas moins pour la sécrétion d'oestrogènes. Les oestrogènes induisent l'expression des récepteurs à la progestérone. La progestérone, il faut qu'elle soit détectée. Pour qu'elle soit détectée, nous, on a parlé de récepteurs. Et qu'est-ce qu'il faut les activer, ces récepteurs, pour qu'ils puissent fonctionner? Ils vont être activés, mis au taquet grâce à nos oestrogènes. Donc, les oestrogènes vont venir induire l'expression des récepteurs de la progestérone dans le muscle lisse utérin et peuvent stimuler donc in vitro la production de progestérone et par le syncytiotrophoblaste. Donc on active ces récepteurs et ensuite on va pouvoir venir stimuler la production de progestérone au niveau du STT et ensuite il va y avoir une communication entre les récepteurs, nos hormones, et il va y avoir une diffusion de celle-ci dans les différents cadres entre maman, bébé et placenta. On va parler d'unité fœto-placentaire. Une unité, c'est un. Ensemble, on est un et on a besoin des deux pour pouvoir exister. Le placenta, c'est une glande endocrine incomplète. Pareil, absolument important, ça tombe tout le temps. Il y a une nécessité de l'hydroxylase. C'est une enzyme qui se trouve chez bébé. Et c'est pour ça qu'on parle d'unité fœto-placentaire, parce que sans le fœto, le placenta ne fonctionne pas. Il a besoin, pour sécréter ces hormones-là, de notre fœtus, pour qu'avec cette unité-là, tout puisse se coordonner. Rapidement, on va parler de ce schéma. Donc, on part avec ce LDL, ce Low Density Lipoprotein. Je ne me souviens plus. C'est lipide. Donc, il va diffuser, quand c'est une flèche simple, sans un numéro avec en rouge, c'est qu'il n'y a pas d'enzyme. Diffusion simple. Les enzymes, elles sont en bas à droite. On a 1, 2, 3, 5, 6. Le LDL va passer dans le placenta, donc on a ces trois compartiments. On a de membre compartiment, de placenta et de fœtus compartiment. Ce lipide va passer dans le placenta et là-bas, il va être oxydé, il va devenir du cholestérol. Le cholestérol, il peut rien faire, il reste dans le placenta. Il peut ni retourner dans le corps maternel ni chez le fœtus. Ce cholestérol, il peut se transformer en prégnénolone. Je sais pas le prononcer. Ce prégnénolone, grâce à l'enzyme 1 qu'on appellera la P450 SCC, Side Chain Cleavage. Cette prégnénolone, elle peut rester là, mais elle peut retourner dans le compartiment maternel ou bien aller chez le fœtus. Celle-ci est hyper free. Cette prégnénolone, elle peut aussi devenir de la progestérone grâce à l'enzyme 2, la 3-bêta-hydroxystéroïde déshydrogénase, ou encore appelée la delta 5,4 isomérase. Cette progestérone, elle peut faire la même chose que la prégnénolone. Elle peut rester dans le placenta, aller dans le compartiment maternel ou dans le fœtus. Quand on se retrouve dans le compartiment fœtus, que ce soit avec la prégnénolone ou la progestérone, ça s'oxyde et ça devient du SP5. SP5 sans enzyme. Ça devient du SP5 chez le fœtus. Donc attention, on peut dire on a de la SP5 dans le compartiment maternel. Faux. Compartiment fœtal. Cette SP5, elle a besoin de devenir de la SDHEA avec l'enzyme 3, qui est la P450 17-alpha-hydroxylase. Cette SDHEA, on la retrouve dans le compartiment fœtal, mais on peut voir qu'on la retrouve également dans le compartiment maternel. Donc si je dis uniquement dans le compartiment fœtal, on retrouve de la SDHEA, c'est faux.
Ces deux hormones-là, du comportement maternel au placenta ou du fœtus au placenta, on peut devenir de la DHEA grâce à l'enzyme 4 qui est là. Ah non, pardon, il n'y a pas d'enzyme à la 4, c'est pour ça qu'il n'y a pas de 4, parce que celle-ci, elle pénètre simplement, par diffusion simple, dans le STT, syncytiotrophoblaste. Cette DHEA, elle va nous donner à l'issue notre oestrogone et oestradiol. En intermédiaire, elle va venir de la delta 4A ou bien de la T pour testostérone grâce à l'enzyme 2, la 3-bêta-hydroxystéroïde déshydrogénase qu'on a déjà vu tout à l'heure. Entre elles, elles peuvent devenir l'une l'autre grâce à l'enzyme 5, comme on passe de OE1 à OA2, qui est la 17-bêta-hydroxystéroïde déshydrogénase. Pour passer de la delta 4A ou de la testérone à OA1 ou OA2, on utilise la même enzyme, l'enzyme 6, la P450 aromatase. L'OA1 peut retourner dans le compartiment maternel, l'OA2, lui, peut rester ou aller dans le compartiment fœtal. Donc si je dis OA1 va dans le compartiment fœtal, c'est faux. OA1, mom, OA2, fœtus, ou bien ils restent là et elles peuvent s'échanger entre elles grâce à l'enzyme 5. La SDHEA fétale va devenir de la 16-alpha-OH SDHEA pour ensuite, grâce à l'enzyme 2 ou l'enzyme 4, devenir l'OA3, l'OE3, l'œstriol dans le placenta. Et qui peut encore aussi diffuser et aller dans le compartiment maternel, mais cette fois par l'enzyme 6. Voilà, ça fait, dit comme ça, beaucoup de détails, mais ça se retient facilement. Moi, j'aime bien comparer, voir un peu les parallélismes. Je vous dis rapidement mes petits mémos techniques pour retenir les enzymes. La 1, la 3 et la 6, la première, la dernière et celle du milieu, elles commencent par P450. La 1, P450 stéroïde, P450 SCC, la 3, P450 17 alpha-hydroxylase et la 6, la P450 aromatase. 6, le 6 arômes. Les arômes, en fait, j'imagine que c'est quelque chose qui va être circulaire ici au niveau de mon visage. 6 aromatase circulaire 6. Voilà, c'est ça que je me dis. Et ensuite, du coup, il nous reste la 2 et la 5, donc la deuxième et l'avant-dernière, avec toujours ce parallélisme. La deuxième et l'avant-dernière, elles font bêta-hydroxystéroïde déshydrogénase. Sauf que 3, c'est avant 17. Donc si 3, je vous dis 3, c'est la deuxième. Si je vous dis 17, 17, c'est bien après. Donc c'est l'avant-dernière. Donc ça fait 3 bêta-hydroxystéroïde déshydrogénase. Et la cinquième, c'est 17 bêta-hydroxystéroïde déshydrogénase. Et puis, du coup, il nous reste la 3, celle du milieu. On a dit que c'était P450 comme la première et la dernière. Et ça fait 17 alpha. 17 comme le dernier, mais au pire, on s'en fiche. Mais c'est alpha, à l'inverse du deuxième et de l'avant-dernier, où c'est des bêta. 17 alpha hydroxylase. Donc, P450, P400, P450. 6, sensation, odeur, arôme, aromatase 6. P450 du milieu, c'est un alpha, parce que la deuxième et l'avant-dernière, c'est des bêta. Hydroxystéroïde déshydrogénase. Sympa. On termine, si ça bug pas, avec la dernière diapo, qui sont les autres facteurs hormonaux. Le placenta est dépourvu de nerfs. Le placenta n'a pas de nerfs, mais on retrouve des neuropeptides. Des neuropeptides, j'imagine que c'est des petits neurones, à l'inverse des nerfs que j'imagine bien gros. Similaires à se retrouver au niveau de l'hypothalamus, de l'hypophyse et du tractus digestif. Au niveau du syncytiotrophoblaste se trouvent des facteurs solubles, donc et probablement détectables, spécifiques à des cellules endothéliales. Les cellules endothéliales, c'est les cellules qu'on retrouve donc au niveau du placenta. On a les endothélines, les nitriques oxydes synthase qui produisent de l'oxyde nitrique. Relou, mais on essaye de retenir. Le placenta et les membranes fœtales sécrètent aussi de la CRH, qui est une hormone qui a un rôle dans le déclenchement, la contraction, sûrement, je suppose, dans le déclenchement de l'accouchement, comme par exemple l'ocytocine. Ça, c'est du hors programme, mais peut-être que c'est pas obligé de les retenir. Le placenta est le siège d'expression de nombreux facteurs de croissance, tels que les IGF et les cytokines. Donc, IGF-cytokines, eh bien, ce sont des facteurs de croissance qui sont sécrétés par le placenta. Le placenta, il sécrète pas mal de choses. Voilà, on a terminé. J'espère que ce cours a pu vous intéresser un petit peu. J'essaie de vous l'expliquer, de vous l'égayer. En tout cas, moi, j'essaierai de répondre à toutes vos questions si vous en avez. Si vous avez des propositions à faire, je serai disponible. Je ferai de mon mieux pour répondre à vos questions, pour discuter même juste de la maïeutique en général. Ça me ferait grandement plaisir. Et puis, hâte de vous revoir dans l'épisode numéro 3. Bye!